Nous célébrons aujourd'hui l'Épiphanie. Vous avez été très nombreux ce matin à vous être procuré une galette des rois, pendant que d'autres célébraient l'aspect chrétien de cette fête. Et justement, l'Épiphanie ouvre chez les chrétiens la traditionnelle semaine de prière. Pour en parler ce soir, nous recevons le président de l'église protestante maori, Aronui Maraya. Après l'atoll de Fakarava, l'atoll de Taiaro pourrait être classé réserve naturelle par l'UNESCO. Une équipe de scientifiques s'y est rendue pour évaluer son potentiel. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information du dimanche 6 janvier 2013. Et puis, tout d'abord, le temps semble s'être légèrement calmé sur la société et les îles sous le vent. La vigilance orage et forte pluie est descendue d'un cran et passe d'orange à jaune. Le temps devrait s'améliorer à partir de mardi avec le retour du soleil. Donc, comme je vous l'ai annoncé en titre, nous sommes le dimanche 6 janvier, premier dimanche du mois de janvier. Et dans la tradition chrétienne, ce jour marque l'épiphanie, soit la manifestation ou la présentation de Jésus au monde. Mais ce que le monde retient surtout, c'est la galette fourrée à la frangipane et avec la fève désignant le roi ou la reine de la journée. Nous avons mené notre enquête et le constat n'est pas si évident. Regardez. À la frangipane, pour 6 personnes, 6. Chaque dimanche d'épiphanie, ce salon de thé est littéralement pris d'assaut. Tous viennent chercher une galette des rois. La pâtisserie est très bonne ici, donc j'ai l'habitude de venir chercher mes gâteaux. Donc pour l'occasion, je suis revenu ici. Rien que pour cette journée, le chef pâtissier et sa brigade ont préparé près de 800 galettes. 5 parfums sont disponibles, mais c'est la frangipane qui a le plus de succès. Non, le feuilletage est au beurre, comme la crème d'amande, vraiment des amandes pures, et du sucre, des œufs, rien de plus, mais des produits de qualité. Mais avant d'être une fête gourmande qui rassemble les familles, l'épiphanie est une fête chrétienne. Elle commémore la présentation du Christ au roi mage, mais ce n'est pas la seule signification. C'est la manifestation du Fils de Dieu au peuple juif. Et en ce sens, Jésus a accepté le baptême de repentance de Jean-Baptiste. D'accord ? Et enfin, une troisième dimension de l'épiphanie, c'est la manifestation du Fils de Dieu à ses premiers disciples. Donc, lors des noces de Cana, où le vin a été changé, l'eau a été changée en vin. Et pour célébrer ces manifestations de Jésus, de nombreux chrétiens se sont rendus ce matin dans les temples, chapelles et églises. Il n'est pas exclu qu'ils rentrent ensuite chez eux pour déguster une galette des rois. Et puis, chaque année, l'épiphanie marque le début de la semaine de prière chez les chrétiens. Dans le reste du monde, cette semaine s'étale du 18 au 25 janvier. En Polynésie, elle débute dès ce soir et depuis près de 100 ans, cette semaine gravite autour d'un thème précis, d'un thème de réflexion. Cette année, le thème est que nous demande le Seigneur dans la justice et la bonté, marcher avec lui. On écoute à ce propos Raniha Tetaronia, pasteur de la paroisse protestante de Fa'a. Elle est interrogée par Nar Itokorani. C'est un culte qui se fait juste après le jour de l'an. C'est une semaine de prière. C'est pour remercier quand même le Seigneur. L'année passée, c'est le dimanche de la Sainte Seine, comme celui-ci, dans la semaine de prière. C'est sûr que tous les fidèles y reviennent parce que c'est quand même, très important pour eux pour bien démarrer l'année. Il faut retourner vers le Seigneur. C'est le chemin et la vie qui nous donne, ainsi que les enseignements que Jésus nous a donné, et suivant aussi ce que Mika au chapitre 6 du verset 6 à 8 qui nous dit qu'il faut retourner vers le Seigneur comme c'est là qu'il y a la vie. Et nous recevons le président de l'église protestante maorite, Aronui Maraya. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la semaine de prière est très suivi par les chrétiens, notamment les protestants. On remarque qu'il y a beaucoup plus de monde à la semaine de prière que lors des cultes dominicaux habituels. Qu'est-ce qui suscite cet engouement chez les protestants notamment?
Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que c'est le premier dimanche du mois. Donc c'est un dimanche particulier dans l'histoire de la famille, l'histoire personnelle de tout à chacun. Deuxième raison, c'est que aussi c'est un dimanche de Sainte Seine. Donc comme tous les dimanches de Sainte Seine, il y a beaucoup plus évidemment de personnes qui viennent au culte. Et puis troisièmement, c'est aussi cette dimension unitaire parce que c'est aussi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc plusieurs raisons ont fait que aussi les gens viennent tout particulièrement célébrer l'ouverture de la semaine de prière cette année. Pour certains, cette semaine de prière est aussi la première semaine donc de l'année en cours, et c'est une manière de demander un peu la bénédiction de Dieu pour toute cette année. Et donc, pour bien commencer l'année, on se recueille, on remercie et on demande également. Effectivement, car de tradition, avant même que cette semaine devienne semaine de prière pour l'unité, elle était déjà dans l'histoire de l'Église protestante Marie. Le premier dimanche de l'année ouvrait cette semaine de prière consacrée à un moment donné à chaque personne pour se mettre en situation soit de reconnaissance mais aussi de prière et de demande pour ouvrir cette année afin que cette année-là lui soit favorable. Revenons un petit peu sur l'actualité du Fénois. On remarque que l'année commence plutôt mal en Polynésie. Il y a eu de nombreux accidents, des faits très graves. Aujourd'hui, quelles pourraient être les réponses de l'Église, notamment l'Église protestante, pour tous ces maux dont souffre notre pays? On parle de meurtres, de violences conjugales ou d'accidents sur la route. Est-ce que l'Église peut apporter des réponses, des solutions? Je crois que il n'y a pas que l'Église. Je crois que c'est une responsabilité de la société polynésienne, autant des autorités, mais aussi des forces vives du pays, les églises y compris. Chaque église doit effectivement renforcer le message de paix, le message de respect, de tolérance. Je crois que ça, c'est une responsabilité que nous devons avoir. Et lorsque j'ai vu cette fin de semaine un peu tragique avec les violences qui se sont produites, évidemment cela m'a interpellé et doit forcément interpeller l'ensemble de l'Église sur sa responsabilité à conduire, à intervenir auprès des familles, à encourager les familles, mais surtout à partir des enfants et de la jeunesse. C'est là où se focalise tout le travail de sensibilisation qui se fait au niveau de l'Église. Mais à côté de cela, nous avons aussi beaucoup de travail à faire avec le mouvement des femmes, parce que je suis convaincu que les femmes ont un rôle important à jouer face à ces drames qui conduisent nos familles dans des situations vraiment tragiques. Outre l'aspect, on va dire, de la société polynésienne, sur le plan politique, est-ce que l'Église protestante maori restera neutre par rapport au choix de nos dirigeants, ou est-ce que il y a, notamment pour les élections qui approchent, est-ce que l'Église appellera les Polynésiens à plus d'unité, plus de fraternité, ou moins moins d'animosité les uns envers les autres parce qu'on n'est pas de la même couleur politique? Effectivement, c'est une obligation pour une Église de ne pas rentrer dans le jeu politicien. C'est très très important pour que l'Église reste en dehors de tous ces enjeux. Mais il est important aussi pour chaque Église, témoin de la parole de Dieu, de réagir quelque part si toutefois il y avait une décision qui allait à contresens d'une situation qui mettrait en péril la paix ou la justice, l'économie du pays, qui mettrait des familles en péril. Donc ça, c'est pas simplement un devoir d'Église, mais c'est avant tout une responsabilité citoyenne que chaque personne convaincue dans sa foi doit réagir. Dans la période électorale qui suit, évidemment, il convient de rappeler aux différents partis politiques, oui, que
ce sont des enjeux importants, non pas pour les partis, mais surtout pour le pays. Et que chaque parti devra mener cette affaire-là, sans toutefois créer des divisions importantes au sein de la population. Merci beaucoup Taranouanoui Maria pour toutes ces explications et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Après l'atoll de Fakarava, notre atoll de Polynésie pourrait également entrer dans le classement de l'UNESCO des réserves naturelles ou biosphères. Une équipe de scientifiques s'est rendue récemment sur l'atoll de Taiaro au Tuamotu pour recenser sa faune, sa flore et son patrimoine archéologique. Un reportage de Laure Philibert sur des images d'Axel Litchley. Cette île et atoll constituent la réserve de la biosphère de Fakarava, un espace classé par l'UNESCO en 2006, mais déjà en 1977, l'Organisation des Nations Unies s'était intéressée à l'atoll de Taiaro et à ses ressources. Inhabité, Taiaro reçoit néanmoins la visite des résidents des atolls voisins et de thoniers. Le crabe de cocotier y est très prisé. Le crabe de cocotier, nous l'appelons le kaweo. Je viens de Niau. Nous chassons le crabe de cocotier pour consommer. Il mange de la noix de coco en général, mais il peut aussi manger un peu de tout, aussi bien des rats morts, aussi bien des oiseaux morts qu'il peut trouver n'importe où. Durant plusieurs semaines, un inventaire de la faune terrestre, de la flore de l'atoll, mais aussi de ses vestiges archéologiques est mené par une mission scientifique. La réserve de biosphère est un programme de l'UNESCO qui doit concilier l'homme et son environnement. À l'époque, dans les années 70, les réserves de biosphère étaient un peu des espaces sous cloche, c'est-à-dire que c'était uniquement réservé à la recherche scientifique, des intérêts particuliers, et l'homme n'avait pas toute sa place. Aujourd'hui, le concept a beaucoup évolué, et dans une réserve de biosphère, on doit à la fois gérer son environnement, gérer ses ressources, pouvoir se développer tout en faisant attention à son environnement. On devient un modèle de gestion. Les produits issus de cette biosphère peuvent bénéficier du label de l'UNESCO, un label qui représente une plus-value commerciale. Le terme de réserve de biosphère est un label qui est délivré par l'UNESCO. Et quand l'UNESCO délivre ce label, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a quand même un modèle de gestion qui est apprécié. Ça permet à la commune ou à un pays d'avoir quand même pas mal d'activités touristiques et économiques comme retombées. Donc un produit, que ce soit du miel ou de la perliculture ou de la pêche, peuvent être labellisés et faire de la publicité avec ce label pour peu que leurs activités soient faites correctement. D'autres projets soutenus par l'UNESCO voient actuellement le jour dans la biosphère de Fakarava. Le mois prochain devrait débuter la construction d'une pirogue à voile, un projet pour favoriser le développement durable. Un mot de sport avant de refermer ce journal. 7 adolescents représenteront la Polynésie les 12 et 13 janvier prochains à la Coupe de France cadet espoir de taekwondo. Narito Korani a suivi leur ultime entraînement avant de s'envoler pour la métropole et peut-être par la suite suivre les pas d'Anne-Caroline Graff. Regardez. Nous travaillons sur des plastrons normaux, tandis qu'on arrive là en France, on va travailler dessus des plastrons électroniques. Et ce sont les plastrons électroniques qui vont compter les points tout seuls. Dès qu'on touche, boum, ça marque un point. Et pour marquer à la tête, il y a des arbitres. Les coups sont puissants, nets et précis. Depuis plus de 3 mois maintenant, ces jeunes s'entraînent très dur pour la Coupe de France, du matin jusqu'au soir. Ils augmentent leur endurance et améliorent leur technique de frappe. Leur objectif principal, se faire un nom au niveau international et pourquoi pas suivre les pas d'Anne-Caroline Graff et décrocher une médaille olympique. C'est important pour les jeunes puisque là ils pourront justement participer au championnat de France, ils pourront voir leur niveau nationalement. C'est aussi de se faire repérer au championnat de France et ensuite d'intégrer un pôle France pour se perfectionner comme Caroline Graff et Shinri Ho qui sont actuellement dans l'équipe de France. Au début je voulais abandonner mais quand j'ai vu les Jeux Olympiques et Anne-Caroline Graff qui a eu la médaille d'argent, ça m'a poussé à rester dans ce sport. C'est la mère de Timéry qui a choisi de l'inscrire au club de taekwondo. C'était le meilleur moyen pour canaliser son énergie.
Elle se battait beaucoup à l'école. Et le taekwondo l'a beaucoup aidé à se canaliser. Donc elle s'est calmée un peu plus. Elle se bat plus à l'école aussi. Et elle a un peu plus disciplinée également. Donc là, c'est que des mannequins en plastique qu'elle tape à chaque entraînement? Oui, oui, plus à l'école, même à la maison. Enfin, c'est assagé, ouais. Ces jeunes champions s'envoleront pour la métropole demain soir. Ils auront quelques jours pour prendre leur marque. Leur retour est programmé pour le 6 janvier avec peut-être en poche le titre de champion de France. Et puis cette triste nouvelle pour terminer ce journal, la doyenne de la commune de Mahina vient de nous quitter. Héloïse Vernaudan, née Fougerousse, la mère de l'ancien maire Émile Vernaudan, s'est éteinte à l'âge de 98 ans. La veillée mortuaire se tiendra ce soir à partir de 19h à l'église Saint-Paul. Tout le personnel de TNTV se joint à moi pour exprimer nos condoléances et notre sympathie à la famille et aux proches. Voilà, donc c'est sur cette dernière information que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à Tech8 Télévision. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Bonsoir et à la semaine prochaine.